Quand les ados font des bêtises ou s'enfuient de la maison, ils sont de retour pour le dîner. Mais pour une jeune fille, la situation s'est avérée beaucoup plus grave. Dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, à 40 km de Pittsburgh, se trouve la ville paisible de Monongahela. Monongahela était une ville tranquille et sans histoire. Et ce qui nous a le plus attirés, c'est que c'était un cadre très bucolique. Je m'appelle Jerry Cash. Je suis le père de Tanya Cash. J'ai accepté de faire cette interview, mais sous le couvert de l'anonymat, pour protéger ma vie privée. Je me suis marié en 1979. Ma femme s'appelait Sherry. On s'était rencontrés au lycée. Tanya est née en 1981. J'étais très fier. Je rayonnais de bonheur. C'était ma petite fille. Enfant, Tanya voulait tout savoir sur tout. Elle était curieuse et elle s'émerveillait pour un rien. Sherry l'emmenait faire des trucs de filles. Elles allaient chez le coiffeur, faire du shopping. On partait en voyage. Busch Gardens, Disney World. Ce qui me rendait le plus heureux, c'était de voir la joie sur son visage quand on découvrait le monde ensemble. On était une famille très heureuse les premières années. Je m'appelle Corinne Césaric, je suis journaliste spécialisée dans les affaires criminelles. Pendant les 8 premières années de sa vie, Tanya a eu une enfance relativement normale. Elle était heureuse avec ses parents. Malheureusement, le bonheur a tourné court. Petit à petit, il s'est avéré que quelque chose ne tournait pas rond chez Sherry Cash, la mère de Tanya. Elle partait et elle laissait Tanya seule à la maison. On se disputait à ce sujet. À la fin, sa mère est devenue violente avec elle. Un jour, sans raison apparente, elle a attaqué Tanya avec un couteau. J'ai appelé la police. Tanya a compris que sa maman était malade. Et elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose après cette agression au couteau. Tanya devait avoir 11 ou 12 ans quand j'ai décidé qu'il fallait que ça cesse. Je suis passé par la voie judiciaire et Sherry a quitté la maison. Ça a fait beaucoup de peine à Tanya. Elle n'avait pas envie que sa maman et son papa se séparent. En 1995, alors que Tanya a 13 ans, Jerry engage une procédure de divorce et obtient la garde exclusive de sa fille. Ensuite, Jerry rencontre une autre femme. Je m'appelle Joan Cash. J'ai rencontré Jerry via une agence de rencontres. On partageait le même état d'esprit et on aspirait aux mêmes choses dans la vie. Jerry veut prendre un nouveau départ. Il déménage pour se rapprocher de Joan, qui vit à 30 minutes de chez eux à McKeesport, en Pennsylvanie. Avec Joan, on se fréquentait depuis 6 mois quand on a décidé d'emménager ensemble en août 1995. Quand j'ai rencontré Tanya, j'ai trouvé que c'était une gentille fille. Tout allait bien à l'époque où on s'est installés ensemble. Mais pour Tanya, McKeesport est nettement moins accueillante que la verdoyante Monongahela, où elle a grandi. McKeesport a un taux de criminalité élevé. Le chômage est endémique. Il n'y fait pas bon vivre. C'était assez différent de la petite ville de Monongahela. La population et l'environnement n'étaient pas les mêmes. Peu après, j'ai inscrit Tanya dans une nouvelle école appelée Cornell, qu'elle n'aimait pas. Elle ne connaissait personne. À l'école, les enfants qu'elle a rencontrés étaient des brutes. Elle avait peur. Elle ne voulait plus y aller. Tanya a commencé à aller de plus en plus mal après avoir pris part à une bagarre. Tanya a été exclue. Elle a été punie et privée de téléphone.
Mais elle était hostile à toute forme d'autorité ou de discipline. Je me disais que c'était lié au divorce. C'était dur et elle n'avait personne à qui en parler. Sa mère n'était pas là et elle n'arrivait pas à en discuter avec son père. Elle restait murée dans le silence. Elle ne voulait rien me dire. Et puis un jour, elle a disparu. Le 10 février 1996, au réveil, la famille s'est aperçue que Tanya n'était plus là. Jerry a trouvé le pyjama qu'elle portait la veille au soir, au sous-sol. Son gros sac en toile n'était plus là. J'ai pris ma voiture pour aller la chercher. J'ai sillonné les rues, mais je ne l'ai pas trouvée. Tanya a tout juste 14 ans quand elle disparaît, dans une ville dans laquelle elle vit depuis moins de 8 mois. Mais ce n'était pas la première fois. Au cours des semaines précédentes, elle avait tenté à plusieurs reprises de fuguer quand elle se fâchait avec son père et Joanne. Elle se cachait dans différents endroits en ville. Jerry avait signalé sa disparition plusieurs fois. Mais ces signalements étaient annulés car Tanya finissait toujours par rentrer à la maison au bout de quelques heures. Je m'appelle Cameron Jackson. Je suis détective privé, retraité de la police. Voilà le problème. Ils signalent la disparition de leur enfant plusieurs fois de suite. À chaque fois, ils rappellent pour dire qu'elle est rentrée. L'histoire se répète à plusieurs reprises. Jerry a attendu de voir si elle rentrait, pour ne pas envoyer la police faire des recherches pour rien. J'espérais et je priais pour qu'elle rentre au bout de 2 jours. Mais ça n'a pas été le cas. 4 jours passent et Jerry est fou d'inquiétude. Pour lui, il ne s'agit plus d'une simple rébellion adolescente. Il craint que Tanya ne court un grave danger. J'ai contacté la police de McKeesport pour leur dire ce qu'il se passait. Le 14 février 1996, Jerry signale la disparition de sa fille à la police. La police a dit « Oh, elle disparaît et elle revient ». Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Puis la grand-mère de Tanya appelle Jerry pour lui parler d'une chose qu'elle a découverte. La mère de Jerry a découvert un numéro chez elle que Tanya avait écrit. Elle a appelé le numéro en question et une personne appelée Judy Sokol a répondu. Je l'ai signalé à la police. Les enquêteurs se sont rendus au domicile de Judy Sokol. Et ils ont découvert que cette maison accueillait des jeunes défavorisés, notamment des fugueurs. Judy a dit se rappeler qu'en décembre 1995, 3 mois avant sa disparition, Tanya était passée chez elle. Il faisait froid et Judy lui a donné une veste. Judy Sokol dit à la police qu'elle n'a jamais revu Tanya depuis cette nuit-là. Au bout d'une semaine entière, j'ai commencé à être très inquiet. Où est ma fille? Je ne savais pas vers qui me tourner. Jerry et Joanne ont commencé à chercher des indices dans sa chambre, dans l'espoir que quelque chose les mette sur une piste. J'ai trouvé un mot apparemment écrit par un homme. Ça parlait d'une relation sexuelle. Sur ce mot, l'homme demande à Tanya de lui faire une fellation. Jerry et Joanne ne savent pas qui l'a écrit, mais ils ont de forts soupçons. Kevin Churchfield, leur voisin, avait demandé à Tanya de venir faire du babysitting pour son plus jeune fils. Avant sa disparition, Tanya m'avait raconté qu'elle était allée manger au restaurant avec Kevin Churchfield. Je lui ai demandé « Tu y es allée avec le reste de la famille ?» Et elle « Non, il n'y avait que Kevin et moi. » Et je lui ai dit « Tu n'aurais pas dû y aller seule. » J'étais vraiment très inquiet. Elle avait 14 ans et je devinais que Kevin Churchfield était une mauvaise personne. Je le savais, je le sentais. Donc j'ai décidé d'appeler la police de McKeesport. À leur grande surprise, Jerry et Joanne apprennent auprès des enquêteurs que Tanya a déposé une plainte contre Kevin Churchfield 2 mois plus tôt. Le rapport indique qu'à chaque fois que Tanya vient faire du babysitting, Kevin Churchfield lui demande une fellation.
Mais Tanya continue de faire du babysitting pour Kevin Churchfield. Elle trouve que la vie chez elle est tellement horrible qu'elle préfère faire du babysitting pour lui, plutôt que de rester à la maison. Tanya n'en parle pas à son père ni à sa belle-mère, mais elle le dit à un policier qui travaille avec son collège. Tanya a dit au policier que Kevin Churchfield l'avait obligé à toucher son pénis. J'ai ressenti une grande colère. J'imagine qu'elle a préféré ne rien me dire. Mais personne n'a pris contact avec moi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'était un incident qui concernait ma fille de 14 ans. Churchfield a été inculpé, mais Tanya ne s'est pas présentée au tribunal. Après sa disparition, les poursuites ont été abandonnées. Dans cette partie du pays, l'accusé et le plaignant doivent tous les deux se présenter devant le magistrat pour que le dossier avance. Et comme Tanya n'est pas disponible pour l'audience, Churchfield s'en va. Une plaignante qui disparaît juste avant une audience avec son agresseur, ça devrait interpeller sérieusement les enquêteurs. Quand la police de McKeesport a appris que Kevin Churchfield avait un lourd casier judiciaire impliquant des violences, elle a pris les choses au sérieux. Les policiers convoquent Kevin Churchfield pour un interrogatoire et ils ne mâchent pas leurs mots. Il a accepté de se soumettre au détecteur de mensonges. Et la première question qu'ils ont posée, c'est « Avez-vous tué Tanya Cash ?» Kevin Churchfield a eu un petit rire et il a dit que non. Mais le détecteur de mensonges montre clairement que Churchfield cache des choses. Et les enquêteurs décident donc d'accentuer la pression. Churchfield finit par reconnaître que Tanya Cash et lui ont eu une relation sexuelle. La maison de Churchfield a été fouillée, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Il n'y a aucune preuve que Churchfield ait enlevé Tanya, et il ne peut pas être poursuivi pour crime sexuel tant que Tanya n'a pas refait surface. Les enquêteurs sont donc de retour à la case départ, sans aucune piste tangible. À ce stade, j'ignorais si elle était vivante ou morte, mais Jerry sentait qu'elle était toujours vivante. C'était une période très éprouvante émotionnellement. Je roulais dans McKeesport, dans l'espoir de la voir marcher dans la rue quelque part. Puis, alors que l'enquête piétine depuis des mois, Joanne fait une découverte dans la chambre de Tanya. Joanne a trouvé un journal intime avec un cadenas dessus. J'ai trouvé son journal intime et j'ai retiré le cadenas avec une épingle à cheveux. Le journal comportait des observations innocentes, typiques d'une jeune fille obnubilée par les garçons. Le prénom Tom revenait plusieurs fois. Joanne ne savait pas trop qui était Tom, mais il était clair que Tanya s'intéressait à lui. Il y avait aussi un passage sur Judy Sokol, et d'après le journal, Judy et Tom se connaissaient. D'après le journal intime, Judy semble en savoir davantage sur Tanya qu'elle ne l'a dit aux enquêteurs quand ils sont venus chez elle. Les enquêteurs retournent au domicile de Judy et l'interrogent sur ce Tom. Judy Sokol a dit qu'elle avait entendu que Tanya avait craqué pour un agent de sécurité du collège Cornell et qu'il s'appelait Tom Hose. Judy a confirmé que le Tom du journal intime était bien Thomas Hose et que Tanya lui avait écrit une lettre d'amour. Au moment où elle écrit cette lettre, Tanya a 14 ans et Tom Hose en a 38. Les enquêteurs font des recherches sur lui et découvrent qu'il vit avec ses parents. En fait, il est responsable de la sécurité du collège Cornell. Les enquêteurs décident de se rendre au domicile de Tom Hose. Il frappe à sa porte et lui demande « Savez-vous quoi que ce soit sur Tanya Cash ?» Et lui « Je ne sais rien du tout. » Ils ont une discussion cordiale. Tom dit « Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore retrouvée. » Il reconnaît de lui-même qu'elle lui a écrit cette lettre, mais qu'il l'a immédiatement remise au collège. Tom Hose a nié catégoriquement avoir eu un quelconque comportement inapproprié avec Tanya. Les enquêteurs demandent à Tom « On peut faire un tour dans la maison ?» Tom leur répond « Mes parents sont âgés, ils dorment.
Ça va les effrayer. Et les enquêteurs n'ont pas insisté. L'école confirme que Tom Hose a remis la lettre que Tanya lui avait écrite. Et munis de cette information, les enquêteurs se désintéressent de Tom Hose. Au cours des 2 années suivantes, je n'ai eu strictement aucun contact avec la police de McKeesport. Ils donnaient l'impression de vouloir classer le dossier et le laisser prendre la poussière. J'ai ressenti beaucoup de colère, de frustration et d'impuissance. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? 2 ans et demi plus tard, on fait une horrible découverte, à 1500 mètres seulement de chez Tanya. Le 6 juillet 1998, un corps a été retrouvé dans le cimetière de McKeesport. Des ouvriers dans une partie très isolée du cimetière sont tombés sur le corps d'une jeune fille. La victime avait à peu près l'âge de Tanya. Elle faisait la même taille et avait la même couleur de cheveux. Je me suis tout de suite dit que ça devait être Tanya. Elle est dans un état de décomposition avancé, ce qui rend son identification très difficile. Je regardais les informations en retenant mon souffle. Le médecin légiste est arrivé. Ils ont commencé à examiner le corps à la recherche d'indices. Ils ont ouvert sa veste et ils ont trouvé un nom féminin inscrit à l'intérieur. Ils ont localisé la famille de cette personne. Et ils ont appris que la femme en question était vivante, mais que sa sœur, Kimberly, avait disparu. Grâce au dossier dentaire, ils ont eu la confirmation que le corps était celui de Kimberly Crime, 14 ans. Il y avait des signes d'agression sexuelle. Mais comme le corps était très décomposé, la cause de la mort n'a pas pu être déterminée. Il s'est avéré que ce n'était pas Tanya. Mais j'étais triste qu'une jeune fille ait perdu la vie. Au cours de l'enquête sur la mort de Kimberly Crime, la police découvre qu'en 1995, une autre jeune fille a été retrouvée morte dans la région de McKeesport. Anna Marie Callahan, 16 ans, a disparu et a été retrouvée morte elle aussi. Un gamin en train de pêcher sur la rivière tombe sur le corps d'Anna Marie Callahan. Elle a un fil électrique autour du cou. Ses poignets sont attachés avec du ruban adhésif. Les échantillons d'ADN ont été prélevés sur ses vêtements et d'autres objets, et ils ont été intégrés à la banque de données du FBI. Malheureusement, il n'y a aucune correspondance. Un profil des victimes se dessinait. Elles fréquentaient toutes le collège Cornell, elles avaient toutes entre 14 et 16 ans, et c'étaient toutes des adolescentes dites à problème. La police en déduit que Tanya a pu elle aussi être tuée, mais que son corps n'a pas été retrouvé. En octobre 1998, les autorités commencent à penser qu'il y a peut-être un tueur en série dans la nature. La panique s'est emparée de la ville de McKeesport. La disparition de Tanya est enfin passée au premier plan. La police fait appel au Centre national des enfants disparus et exploités. Le Centre national des enfants disparus et exploités a fait évoluer sa photo pour donner une idée de ce à quoi elle pouvait ressembler à ce moment-là. Des avis de recherche ont été placardés aux 4 coins du pays pour retrouver Tanya. Sa photo a été imprimée sur plus de 400 millions de briques de lait partout aux États-Unis. Après la découverte du corps de Kimberly Crime, il y a eu un regain d'intérêt pour la disparition de Tanya. Mais ça n'a pas duré longtemps. Début 2000, les 3 affaires sont dans une impasse. 10 ans ont passé et j'avais plus ou moins accepté que Tanya ne reviendrait peut-être jamais. Je continuais d'espérer que la police me contacte à son sujet, mais ce n'est pas arrivé. Même si je me disais qu'il était possible que Tanya soit morte, je n'ai jamais perdu espoir. Voilà 10 ans que Tanya a disparu et l'enquête est au point mort. Personne ne s'attend plus au moindre rebondissement.
Le 21 mars 2006, la police reçoit un appel selon lequel Tanya Cash serait retenue à Saul Street, au domicile de Tom Hawes, l'agent de sécurité du collège Cornell. Je m'appelle Tanya Nicole Cash et j'ai été retenue prisonnière par Tom Hawes pendant 10 longues années. Un inspecteur a frappé à la porte et Tom a dit « Oh putain, c'est les flics !» J'ai ouvert la porte et il a demandé « Êtes-vous Tanya Nicole Cash ?» J'ai dit oui. Tom a paniqué. « Que se passe-t-il » Je l'ai regardé et j'ai répliqué « C'est fini ». Et ensuite, l'inspecteur a dit « On y va ». Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai fait mes premiers pas à l'extérieur. Je suis montée dans la voiture de l'inspecteur et j'ai dit « Je sais pas ce qui va se passer maintenant, mais j'espère que c'est fini ». J'ai reçu un coup de fil. Un policier de McKeesport m'a informé que ma fille était présente dans leurs locaux. J'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai dit, c'est un canular. Et lui, non monsieur, on a besoin que vous veniez. Je me suis écrié, mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Au bout de 10 ans, c'était un choc. Mes pensées se bousculaient dans ma tête. J'avais hâte d'arriver là-bas. J'étais dans ce petit bureau quand j'ai entendu la voix de mon père. Ils ont ouvert la porte et il était là. Je me suis effondrée dans ses bras. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. C'était fou. Quand je l'ai vue, j'étais fou de joie. Un des plus beaux moments de ma vie. Je retrouvais ma fille. Enfin, j'avais la confirmation qu'elle était vivante. Mon papa même. On a pleuré, on a ri. C'était un torrent d'émotions. Je pouvais enfin la voir, la serrer, lui parler. Mon père m'a ramené chez lui et Joanne. Il y a eu beaucoup de larmes et d'émotions. Le lendemain, avec son père et Joanne à ses côtés, Tanya va voir la police et commence à raconter son incroyable calvaire. Quand j'ai rencontré Tom Hawes pour la première fois, il était agent de sécurité à mon collège. Il m'a regardé et il a dit « Tu es nouvelle, toi ?» J'ai répondu que oui et on a commencé à discuter. Il donnait l'impression de vraiment s'intéresser à moi. Il était super gentil et il me faisait rire. Je m'appelle Géraldine Massy. Je suis l'intermédiaire entre les victimes et le système judiciaire. Et j'ai été la conseillère juridique de Tanya Cash. Tom Hawes flirtait avec elle. Elle se disait « Waouh, un homme adulte s'intéresse à moi ?» Mais elle avait 14 ans et lui 38. On a commencé à mieux se connaître. Il me faisait sortir de cours simplement pour me parler. Tom était plutôt séduisant. Il la courtisait, il la chouchoutait et elle se sentait flattée. Une fois, j'ai séché les cours et je me suis fait attraper. Il a dit « Hé, je vais pas t'envoyer au bureau de la vie scolaire. » Et moi, « C'est vrai ?» C'est là qu'il s'est penché et qu'il m'a embrassée pour la première fois. Il me disait que je devrais partir et rester définitivement avec lui. Je t'aimerai toujours. Je peux prendre soin de toi beaucoup mieux que tes parents ne le feront jamais. J'avais 14 ans. Je l'ai cru. En janvier 1996, Tom a manigancé un plan pour que je parte pour de bon. J'ai suivi ses instructions. Je suis allée au domicile de Judy Sokol. Tom et Judy étaient de vieux amis. Dans le cadre de son plan, il l'a emmenée chez Judy, où il pensait qu'elle se sentirait en sécurité et qu'elle ne serait pas retrouvée. Elle m'a dit qu'elle voulait totalement me relooker. Elle m'a coupé les cheveux et elle les a teints. Judy Sokol aide Tom Hawes à cacher Tanya. Elle est totalement complice de Tom Hawes à ce moment-là. En vérité, tout allait bien pendant le premier mois. J'avais l'impression que la vie allait me sourire. Je vivais chez Judy et Tom me rendait visite après le travail. Au départ, Tanya se sentait en sécurité avec Judy et Tom. Mais au bout de quelques semaines, tout a changé. Et le cauchemar a commencé.
Tom m'a fait boire un soir, au point que je n'étais plus dans mon état normal. C'est cette nuit-là que j'ai perdu ma virginité avec lui. Je me suis sentie affreusement mal. J'ai pleuré. Tanya ayant 14 ans et Tom Hawes 38, ce n'était pas une relation consentie, mais un viol. Il connaissait sa victime et il a joué à fond là-dessus. Il lui dit « Personne ne veut de toi » et elle est perdue. Pendant que Tanya est chez Judy Sokol, Tom Hawes lui dit à la moindre occasion que si elle retourne chez elle, ses parents seront furieux. Et il lui monte la tête en lui expliquant qu'elle ne peut pas rentrer à la maison, qu'elle le veuille ou non. Mais à la fin, Judy Sokol a dit « ça suffit ». Elle ne voulait plus la garder chez elle. J'ai dû partir de la maison de Judy et c'est là que je suis finalement allée chez lui. Je suis allée de mon plein gré chez Tom parce qu'il me promettait une vie meilleure. Mais en réalité, j'étais prisonnière. Au début, cela semblait un bon compromis pour Tanya. Mais elle a rapidement déchanté après avoir emménagé chez Tom Hawes. La première fois que je suis venue, j'ai dû me faufiler dans sa chambre. On était très silencieux. Ses parents étaient là et ils ne savaient pas que j'étais dans la maison. Il a pris le contrôle une fois qu'il m'avait entièrement sous sa coupe. Il a réussi à la manipuler pour qu'elle reste là. Il a commencé à la menacer en lui disant « Si tu pars, je te tue et je tuerai ta famille ». Elle avait 14 ans. Elle ne se rendait pas compte. C'était le prédateur parfait. Je devais rester dans cette chambre, fermée à clé, toute la journée et toute la nuit. Pour les toilettes, je devais me contenter d'un seau. C'était horrible. Je devais me brosser les dents au-dessus du seau dans lequel je faisais mes besoins. Les parents de Tom étaient tout le temps à la maison. Ils étaient âgés. Je devais toujours être silencieuse. Tom disait que si ses parents me trouvaient, ils m'étoufferaient dans mon sommeil et me jetteraient dans la rivière. Et bien sûr, comme j'avais peur pour ma vie, je faisais ce qu'il me disait. J'étais terrorisée. Si elle ouvrait la bouche, elle le paierait très cher. Tanya reste cachée dans la maison de son ravisseur où il l'oblige à devenir son esclave sexuelle. Les actes sexuels étaient quotidiens, plusieurs fois par jour. Avant qu'il parte au travail, à son retour du travail, avant qu'il aille se coucher, peu importe. À un moment donné, au bout de 2 ou 3 ans, j'en pouvais plus. Je voulais m'enfuir de la maison. Et il a dit, je vais te tuer, je vais tuer ta famille, tu ne me quitteras pas. Et je croyais tout ce qu'il me disait. Je priais constamment pour qu'il ne me tue pas. Un jour, Tom est rentré à la maison et il a dit que le corps de Kimberly Crime avait été retrouvé dans le cimetière. Tom et moi la connaissions du collège. Je lui ai dit « Quelle horreur! Comment elle est morte ?» La réaction de Tom a été glaciale. Il a croisé les bras comme ça. « Ne me dis pas que tu ne t'y attendais pas. » Ça m'a fait froid dans le dos. Il se trouve que depuis la chambre de Tom Hawes, on peut voir le cimetière et la zone où le corps de Kimberly Crime a été retrouvé. J'aimerais bien pouvoir vous dire s'il a tué ou non Kimberly Crime, mais j'en sais rien. J'ignorais encore de quoi Tom Hawes était capable. En mars 2000, Tom m'a surprise en me laissant sortir de la maison pour la première fois. C'est à ce moment-là qu'il a changé mon nom. Je n'étais plus Tanya Nicole Cash, mais Nikki Diane Allen. Il m'a donné $120. Et il m'a demandé d'aller au grand magasin Ames. J'étais terrifiée parce que j'étais pas sortie depuis 4 ans. Je n'avais vu personne. Quand je suis revenue, il m'attendait dehors pour me faire rentrer en douce. En fait, il lui a fait un lavage de cerveau. Pendant 4 ans, elle a été abusée psychologiquement et sexuellement par Tom Hawes. Et désormais, elle est autorisée à sortir. Mais même si la maison de son père n'était pas loin, elle pensait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Tanya venait d'arriver à McKeesport quand elle a disparu. Et comme personne ne l'a vue depuis toutes ces années, personne ne la remarque.
La liste de ses privilèges continue de s'allonger au fil du temps. J'ai fini par rencontrer les parents de Tom Oz. Il m'a présenté comme sa petite amie. Fin 2005, elle reçoit de l'argent de poche chaque semaine et elle devient une habituée de l'épicerie du coin, JJ's Deli Mart, où elle se rend tous les jours. Personne ne me reconnaissait. La maison de Tom était à 2 pâtés de maison de JJ's Deli Mart. J'ai sympathisé avec les propriétaires du magasin, Joe Sparico, sa femme et sa fille. Comme j'y allais tous les jours, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Et j'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille. Elle voit comment des gens normaux interagissent les uns avec les autres. Et elle se dit, c'est la vie que j'ai envie d'avoir. À cette époque, j'avais à peu près 23 ans et Tom en avait 45. Joe n'a jamais compris pourquoi j'étais avec un homme aussi âgé. Joe et sa femme étaient des gens formidables. J'ai compris ce que c'était qu'un mariage et une vie normale. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma situation. C'est tout ce que je voulais. C'est à ce moment-là que Tanya trouve le courage de dire à Joe qui elle est vraiment. Le 20 mars 2006, j'étais seule dans le magasin avec Joe et j'ai craqué. Pourquoi tu pleures? Et je lui ai dit, mon vrai nom est Tanya Nicole Cash. Après lui avoir dit qui j'étais et lui avoir tout raconté, Joe a dit, je m'en occupe. Il m'a conseillé de ne rien faire qui sorte de l'ordinaire. Je suis rentrée et il a appelé la police. Heureusement que Joe Sparico était là. Il a eu la ressource de poser régulièrement des questions à Tanya sur sa relation avec Tom Oz, jusqu'à ce que le barrage cède. Et c'était fini. Plusieurs fois, alors que je cherchais Tanya, je suis passé dans la rue où elle était retenue prisonnière. C'était terrible d'apprendre qu'elle n'était qu'à quelques kilomètres de l'endroit où on vivait. Tanya est désormais libre et elle est retournée vivre avec sa famille. Pendant qu'elle s'acclimate à sa nouvelle vie, la police de McKeesport commence à enquêter sur son histoire afin de monter un dossier contre Thomas Oz. Je m'appelle Casey White, j'ai travaillé au service de protection de l'enfance du bureau du procureur du comté d'Allegheny. Tom Oz est l'un des pires prédateurs à qui le bureau du procureur de notre comté ait jamais eu affaire. La police obtient un mandat de perquisition pour le domicile de Tom Oz. À l'intérieur, il trouve 31 agendas retraçant la captivité de Tanya. Les pages sont remplies d'une chronologie détaillée des viols et des agressions sexuelles qui lui ont été infligées. Il voulait garder une trace de tous les actes sexuels. Il lui a demandé d'inscrire avec un code couleur leurs actes sexuels, afin de pouvoir se vanter auprès de ses amis. Des preuves tangibles permettant d'attester des maltraitances, Tom Oz et Judy Sokol sont arrêtés. Tom Oz a été inculpé de rapports sexuels déviants involontaires et de plusieurs crimes à caractère sexuel. Il n'a pas été poursuivi pour enlèvement parce que Tanya est venue chez lui de son plein gré. La police de McKeesport était bien sûr curieuse de savoir si Tom Oz était mêlé à l'affaire Kimberly Crime. Même si la maison de Tom Oz donnait sur le cimetière où Kimberly Crime a été retrouvée, bizarrement, aucun lien n'a pu être établi entre Tom Oz et les meurtres de Kimberly Crime et Anna Marie Callahan. Judith Sokol a été inculpée de plusieurs crimes liés à ses interactions avec Thomas Oz et Tanya Cash. Judy Sokol lui a teint les cheveux, elle l'a hébergée et elle l'a laissé avoir un rapport sexuel chez elle alors que Tanya n'avait que 14 ans. Je n'ai pas pu aller à l'école, ni avoir mon diplôme. J'ai pas connu les joies de mon âge, j'ai pas pu aller au bal. Elle est en sécurité maintenant. Elle est de nouveau à sa place. L'attention médiatique oblige Tanya à revivre son histoire encore et encore. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle va vivre chez elle. Tout allait bien au début, mais au bout de quelques semaines, mon père a commencé à changer. Il disait, c'est toi qui es parti. Et Joanne se retournait contre moi en disant, tu l'as bien cherché. Au départ, je l'ai cru. Mais avec un peu de recul, j'ai trouvé que certaines choses clochaient. Tom Oz l'a peut-être prise au piège psychologiquement. Je pense qu'il est responsable d'une partie des faits.
Mais si elle était tellement malheureuse, pourquoi n'est-elle pas partie? Elle aurait pu partir n'importe quand, c'est ce que je crois. J'aimerais entendre la version de Tom Hose, parce qu'il y a toujours 3 versions d'une même histoire. Sa version à lui, sa version à elle et la vérité. Beaucoup de gens à l'époque mettaient en doute l'histoire de Tanya, et je trouve que c'est injuste pour elle. Elle avait 14 ans quand elle est partie. Elle a été sous l'emprise de cet homme pendant tellement longtemps qu'elle avait perdu le sens des réalités. Plusieurs éléments indiquent qu'elle était atteinte du syndrome de Stockholm. La victime commence à s'identifier à son ravisseur. Elle ne se voit pas comme une victime. Elle a l'impression de ne faire qu'un avec le ravisseur. Il était comme un aimant auquel je devais revenir. Elle a subi un lavage de cerveau selon lequel elle serait en danger si elle tentait de partir ou de dire à quelqu'un qui elle était vraiment. Je sais que j'y suis allée volontairement, mais ça n'excuse pas ce qui est arrivé. J'ignorais tout du calvaire qui m'attendait. Le dossier était extrêmement solide. Tom Hose savait qu'il était face à une montagne de preuves. Le 14 mai 2007, Tom Hose accepte un accord en plaidant coupable pour délit d'agression sexuelle, 3 chefs d'accusation de rapports sexuels déviants involontaires et une demi-douzaine d'autres charges. Avant le verdict, le juge m'a appelé à la barre. Pendant que je lisais ma déclaration de victime, Tom a dit « Je suis désolé, je suis désolé ». Et le juge s'est penché vers lui. En gros, le juge lui a dit d'arrêter. Sinon, l'accord qu'il avait négocié ne serait plus valable. J'ai continué à lire. Je me sentais pousser des ailes parce qu'il m'avait dit de la boucler pendant 10 ans et là, c'était moi qui lui disais de la boucler. Tom Hose est condamné à une peine de 5 à 15 ans d'emprisonnement. Le mal qu'il m'a fait me poursuivra toute ma vie. Il aurait dû être condamné à perpétuité. Tous ces abus sexuels ont causé tellement de dégâts que j'ai dû subir une hystérectomie. Je ne peux pas avoir d'enfant biologique. Il m'a enlevé cette possibilité. J'ai dû porter une poche de colostomie pendant 1 an. J'ai de l'arthrite dans le dos parce que j'ai pas grandi correctement. J'étais enfermée dans une chambre. Je souffre de migraines chroniques. Je fais des cauchemars. Je serai toujours atteinte psychologiquement. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas forte. Bien sûr, elle a subi des violences physiques. Et elle a des problèmes psychologiques à cause de ces 10 ans qu'elle a passés avec Tom Hose. Peu m'importait la peine dont il allait écoper. J'étais seulement content que ma fille soit en vie. Judith Sokol plaide la non-contestation aux accusations de délit d'agression sexuelle, complicité de soustraction de mineurs et plusieurs autres charges. Elle est condamnée à une peine de 6 à 23 mois de prison. Maintenant que Tom Hose est derrière les barreaux, Tanya commence à reconstruire sa vie. C'est le journal intime que j'ai eu en cadeau en 1995. Ce journal raconte les moments que je passais avec Tom. Alors j'ai une question. Mes parents ont lu ce journal. Pourquoi ils n'ont pas fait le rapprochement? J'en parlais dans mon journal. La dernière fois que j'ai vu ce journal, j'avais 13 ans. Il y avait beaucoup de signes et beaucoup d'indices. Ça commence le dimanche du Super Bowl. Et ça se termine le 8 février, 2 jours avant que je parte. Il n'y a plus rien après, parce que je n'étais plus là. Une adolescente avec beaucoup de problèmes. Tous ces signes avant-coureurs auraient évidemment dû être pris en compte. Vous les avez sous les yeux, Tom et Judy. J'ai laissé ce journal dans la maison de mon père et de Joanne. Il est beaucoup question d'eux dedans. Est-ce que ça n'aurait pas dû soulever des questions? Oh là là. Ma photo de 4e.
C'était un sourire de façade. Je n'étais pas heureuse. J'ai dû me retrouver. J'ai dû trouver Tanya. Elle était morte. Ça a été extrêmement difficile de me retrouver et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai écrit un livre pour aider les gens, pour leur donner espoir et foi dans le fait qu'on puisse prendre une route extrêmement sombre et trouver la lumière au bout. J'en suis la preuve vivante. J'ai traversé la période la plus noire de ma vie. Et regardez-moi aujourd'hui. Après la publication du livre, j'ai coupé les ponts avec ma fille. Tanya rejetait la faute sur moi, sur Joanne, sur tout le monde. Dans ce livre, elle s'en est pris à chacun d'entre nous. Je ne parle plus ni à mon père ni à Joanne. J'ai essayé avec mon père. J'ai essayé de toutes mes forces. Ça me fend le cœur tous les jours. Mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai appris à vivre sans mon père. Puis, le jour que Tanya redoutait tant est arrivé. En février 2022, Tom Hose est libéré de prison, après avoir purgé entièrement sa peine de 15 ans. Et il se réinstalle dans la maison même où il a retenu Tanya en otage pendant tant d'années. C'est effrayant parce qu'il y a ce sentiment tragique de retour à la case départ. Il est de retour sur les lieux du crime. C'est perturbant et je suis sûr que ça l'est aussi pour les habitants de Makisport. Aujourd'hui, je vis à environ 15 minutes de chez Tom Hose. Je pourrais tomber sur lui dans un magasin, dans la rue, n'importe où. Et ça me terrifie. Je ne veux pas regarder dans les yeux de l'homme qui m'a fait ces choses tellement horribles. J'espère qu'il passera le reste de sa vie misérable dans cette maison. J'espère qu'il pourrira dans cette maison. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas à mon histoire. Ils n'ont pas traversé le calvaire que j'ai traversé. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une fin heureuse. Ça demande juste du temps, de la patience. Elle reste ma fille. J'ai toujours des sentiments pour elle. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut être plus présent pour ses enfants, faire attention à eux, les aider. Aujourd'hui, je suis mariée et heureuse. J'ai 2 beaux enfants, 2 petits-enfants. Je ne pourrais pas rêver d'une vie meilleure. Il y a des histoires qui s'ouvrent comme une porte grinçante dans la nuit, laissant filtrer un souffle glacé qui traverse l'échine. Celle-ci commence par une coupure d'électricité, un événement banal, presque ridicule, mais qui, par une ironie du destin, allait réveiller un œil endormi depuis longtemps. Un œil de verre accroché au plafond poussiéreux d'une petite salle de contrôle, une caméra de surveillance que tout le monde croyait morte depuis des années. Quand les néons de la banque se sont éteints dans ce quartier gris de la banlieue parisienne, personne n'imaginait que la vérité, enterrée depuis Demis, s'apprêtait à ressurgir crue, brutale, implacable. Ce soir-là, les agences de sécurité furent surpris de voir l'écran s'illuminer, comme si la caméra s'était réveillée d'un coma technique. Une image tremblante, brouillée, mais lisible, le reflet d'un couloir désert, et dans ce silence électronique, un fantôme du passé prêt à parler. La disparition de Julien Morel, un employé de banque respecté, marié, père d'un enfant, disparu sans laisser de traces une décennie plus tôt, allait trouver un écho inattendu. On avait cru à une fuite, à une dépression, à une évasion volontaire. Mais cette image venue d'un autre temps allait briser les certitudes et ouvrir une plaie béante dans la mémoire collective. En 2010, la France connaissait une crise économique profonde, les banques tremblaient sous les secousses de marchés instables et les employés, eux, portaient la peur comme un costume invisible. Julien Morel, la quarantaine élégante, était de ceux qui, chaque matin, entraient dans l'agence avec un sourire rassurant, une poignée de main ferme et ce regard franc qui inspirait confiance. Derrière cette façade, pourtant, se cachait un homme en lutte contre des forces obscures, celles que l'argent attire toujours. L'avidité, le pouvoir, le secret. Le soir du 12 novembre, il quitta son bureau après avoir rangé ses dossiers. On le vit franchir la porte,
saluer son collègue d'un geste de tête, puis plus rien. Le noir complet, ni appel, ni message, ni corps, juste le vide. La police lança des recherches massives. Les affiches disparues tapissèrent les murs, les gares, les arrêts de bus. Les journaux se nourrirent de l'affaire, oscillant entre compassion et suspicion. Certains pensaient à un suicide, d'autres à une fuite organisée. Sa femme, Claire, répétait inlassablement devant les caméras. « Julien n'a pas pu nous abandonner, pas comme ça. » Mais les jours passaient, les semaines, puis les années, et la silhouette de Julien s'effaçait lentement, avalée par le silence des archives judiciaires, jusqu'à cette nuit étrange, quand la caméra oubliée s'alluma. Les enquêteurs, incrédules, découvrirent que l'appareil avait enregistré en boucle, sur une vieille bande magnétique, les dernières images de l'agence. En rembobinant, ils tombèrent sur une séquence où Julien apparaissait. Il n'était pas seul. Derrière lui, un homme en imperméable sombre, visage à demi caché par l'ombre, le suivait de près. Le cœur des enquêteurs se serra. Pendant 10 ans, cette preuve avait dormi à quelques mètres d'eux, sous une poussière indifférente, comme une vérité qui attend son heure. Cette révélation, brutale et presque absurde par son origine, relança l'affaire avec une intensité nouvelle. Les visages fatigués des policiers reprirent des couleurs, mais aussi des rides plus profondes. L'image posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Qui était cet homme ? Pourquoi avait-il disparu des radars de l'enquête initiale ? Et surtout, pourquoi cette caméra signalée comme hors service avait-elle en réalité continué de veiller, silencieuse, sur la scène d'un possible crime ? Les spécialistes de la police scientifique se penchèrent sur la bande. Les pixels tremblants révélaient des détails presque imperceptibles. Un geste de la main, un reflet métallique, comme une clé ou une arme. L'ombre sur le mur dessinait une silhouette tendue, prête à fondre sur sa proie. Julien, lui, avançait sans se douter du danger, pris dans ce piège invisible tissé autour de lui. C'était l'image d'une tragédie en suspens, un instant figé qui, 10 ans plus tard, transperçait la conscience collective comme une lame rouillée ressortie de terre. Les médias s'en emparèrent aussitôt. Les journaux titrèrent « La caméra qui parle après 10 ans de silence ». Les familles, endeuillées par d'autres disparitions, y virent un signe d'espoir, une preuve que la vérité finit toujours par émerger. Mais derrière les gros titres se cachait une question plus sombre, presque métaphysique. Combien d'autres vérités dorment encore dans des machines oubliées, dans des témoins muets, dans des archives mal classées ? La société, fascinée par les faits divers, redécouvrait à travers ce cas la fragilité de ses certitudes. L'oubli n'était jamais définitif, la justice jamais totalement morte. La réouverture de l'affaire. Morel plongea les enquêteurs dans une atmosphère de polar classique. Nuit blafarde, dossier jauni, témoins vieillis par le temps. Certains collègues de Julien avaient quitté la banque, d'autres se souvenaient à peine de lui. Pourtant, à mesure que les interrogatoires reprenaient, un motif récurrent surgissait. Des tensions financières, des rumeurs de malversation, et ce sentiment diffus que Julien savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Était-il victime d'un règlement de compte interne, ou d'un secret plus vaste où la finance croisait le crime organisé ? Les philosophes diraient que la vérité est comme l'eau. On peut l'endiguer un temps, mais elle finit toujours par trouver une fissure pour jaillir. Ici, cette fissure avait pris la forme d'un court-circuit électrique. Ironie cruelle, l'ombre d'un homme surgissait grâce à l'absence de lumière, une inversion presque biblique où les ténèbres accouchaient de clarté. Et cette clarté, bien que tremblotante, allait désormais guider l'enquête vers des zones d'ombre encore plus profondes. L'image retrouvée sur la vieille bande vidéo devint l'obsession d'une cellule entière. Les enquêteurs la passaient en boucle, arrêtant l'image, zoomant sur un détail, ralentissant chaque mouvement comme s'il disséquait un organisme fragile. Le visage de l'homme en imperméable restait dans l'ombre, mais ses gestes parlaient. Une démarche nerveuse, une tension dans les épaules, cette manière de garder la main droite glissée dans la poche, autant de signes qui trahissaient une présence menaçante. Chaque pixel semblait chargé d'un poids dramatique. Chaque grésillement sonore ressemblait à un souffle venu du passé. Les techniciens,
armés de logiciels modernes, tentèrent de stabiliser l'image. Des contours se précisèrent. Une montre métallique à son poignet, une cicatrice ou peut-être une tache claire sur le cou, et surtout, cette posture particulière de la tête, légèrement inclinée comme si l'homme observait sa proie de biais. Pour les enquêteurs, c'était le début d'un puzzle immense où chaque fragment pouvait décider du destin de toute une affaire. L'analyse des archives de la banque révéla qu'à l'époque, plusieurs clients influents fréquentaient l'agence. Des politiciens locaux, des entrepreneurs endettés, des familles entremêlées de secrets financiers. Julien, de par sa fonction de conseiller, avait accès à des informations confidentielles qui pouvaient ruiner des réputations. Ce détail, insignifiant en 2010, prenait aujourd'hui une dimension explosive. Et si Julien avait découvert un dossier compromettant ? Et si cet homme en imperméable n'était pas un inconnu, mais un envoyé chargé de le réduire au silence ? Un nom revint vite dans la mémoire des anciens collègues. Celui de Vincent Delaunay, un homme d'affaires à la réputation trouble, connu pour ses investissements opaques et ses dettes abyssales. Julien l'avait reçu à plusieurs reprises, et certains témoins affirmèrent que les entretiens se terminaient dans des éclats de voix. Mais Delaunay était mort en 2015, emportant ses secrets dans la tombe. L'ombre sur la bande pouvait-elle être la sienne ? Impossible à vérifier. Pourtant, l'idée même que Julien ait pu croiser la route d'un individu aussi dangereux résonnait comme une vérité acide. La réouverture de l'enquête força la police à revisiter des lieux depuis longtemps figés. Le bureau de Julien avait été vidé, repeint, transformé en un espace impersonnel. Mais sous le plancher, un inspecteur persistant découvrit un carnet minuscule coincé entre deux lattes de bois. Les pages jaunies contenaient des notes éparses, presque illisibles, mais une phrase revenait, répétée comme un mantra. « Ils savent. Je dois me taire ou disparaître. » Ces mots, tracés à la hâte, brûlèrent les yeux des enquêteurs comme une confession muette. Julien n'était pas un homme en fuite volontaire, il était un témoin sous pression. La famille, elle, reçut la nouvelle avec une douleur ravivée. Claire, la veuve de Julien, avait appris à survivre dans l'absence, à élever seul leur fils, à accepter l'inacceptable. Mais revoir ce visage sur l'écran, même flou, même fragile, rouvrit une plaie béante. Elle déclara aux journalistes « C'est comme si Julien me parlait enfin, comme s'il nous envoyait un signe depuis l'autre côté du temps. » Les médias s'emparèrent de cette image poétique, mais derrière les larmes, il y avait une colère froide. 10 ans d'erreur, 10 ans de silence, et maintenant une vérité qui surgissait par hasard. Combien de vies brisées par cette lenteur ? Les enquêteurs décidèrent de reprendre chaque témoignage de 2010. Les souvenirs, pourtant, étaient distordus par le temps. Certains témoins affirmaient avoir vu Julien quitter la banque seul, d'autres jurèrent qu'il avait parlé à un inconnu près du parking. Les contradictions s'accumulaient comme des strates de mensonges involontaires. Mais une femme, ancienne secrétaire, livra un détail troublant. La veille de sa disparition, Julien avait reçu un appel anonyme. Sa voix tremblait lorsqu'il raccrocha et il avait murmuré « C'est trop tard, ils m'ont trouvé ». Personne n'avait jamais mentionné cette scène auparavant. Ce détail, ajouté au carnet, dessinait un tableau de plus en plus clair. Julien n'était pas une victime de hasard, il était la cible d'un mécanisme précis, huilé, implacable. Mais qui tirait les ficelles ? Était-ce un réseau financier souterrain, des clients influents prêts à tout pour effacer des dettes, ou une organisation criminelle infiltrée dans le système bancaire ? L'affaire prenait des allures de polar politique, où l'argent sale coulait dans les veines de la société comme un poison invisible. L'image de la caméra, aussi floue soit-elle, devint une métaphore obsédante, un regard oublié, une vérité cachée sous la poussière, qui refusait de mourir. Les philosophes du droit rappelèrent alors une maxime latine, « Veritas filia temporis », la vérité est fille du temps. 10 ans de silence, et voilà que le temps accouchait enfin d'un fragment de réalité. Mais ce fragment suffisait-il à reconstruire le puzzle ? Dans les semaines qui suivirent, la presse transforma Julien en symbole. Le banquier fantôme hantait les plateaux télévisés, les unes de magazines, les débats publics. On parlait de lui
comme d'un martyr de la finance, une victime sacrifiée sur l'autel de la cupidité moderne. Pourtant, pour les enquêteurs, derrière la légende médiatique, il y avait une urgence froide. Identifier l'homme en imperméable, donner un nom, une adresse, une histoire à cette silhouette spectrale. Car tant que ce mystère demeurait, Julien restait prisonnier d'une seconde mort, celle de l'incertitude. Les analystes vidéo poussèrent encore plus loin leurs recherches. Ils remarquèrent que l'homme portait des chaussures particulières avec une semelle dont le motif évoquait une marque précise, peu répandue en 2010. Une piste ténue, mais suffisante pour lancer des vérifications auprès des vendeurs spécialisés. C'est ainsi qu'un nom inattendu surgit. Pascal Renaud, ancien agent de sécurité sous-traitant de la banque. Son dossier, oublié dans un coin des archives, montrait un homme renvoyé pour comportement violent. Il y a des affaires douteuses dans le milieu des recouvrements illégaux. Renaud vivait encore, dans une petite ville de province, reclus, presque invisible. Les enquêteurs décidèrent de le surveiller, sans bruit, sans éclat. 10 ans avaient passé, mais son allure correspondait étrangement à la silhouette de l'homme en imperméable. Les fils du temps commençaient à se nouer, et derrière chaque fil, la possibilité d'un secret plus vaste. Était-il seulement un exécutant ou le maillon d'une chaîne criminelle plus sombre? Chaque pas de l'enquête plongeait davantage les policiers dans une atmosphère d'ombre et de lumière, où la vérité se dessinait par éclats, comme une photographie en cours de développement. Et toujours cette caméra, ce hasard électrique qui rappelait que même les machines peuvent parfois témoigner quand les hommes se taisent. Les jours qui suivirent, la surveillance discrète de Pascal Renaud se transforma en une opération d'infiltration lente et méthodique. Les enquêteurs observaient ses habitudes, ses allées et venues, ses contacts rares. L'homme vivait seul, dans un appartement décrépit à la périphérie d'une petite ville industrielle, un lieu où les rideaux restaient tirés et où les voisins disaient à peine bonjour. À 60 ans passés, il avait le visage buriné par l'alcool et la solitude, mais dans ses gestes subsistait une raideur militaire, une discipline sourde qui trahissait une vie passée dans les marges du pouvoir et de la violence. Une nuit, alors qu'il sortait ses poubelles, un agent placé en planque remarqua un détail qui fit frissonner l'équipe. La vieille montre métallique à son poignet, usée, identique à celle que la silhouette de l'homme en imperméable portait sur l'enregistrement de Demis. Ce simple reflet au clair de lune résonna comme un coup de tonnerre. Bien sûr, une montre ne constituait pas une preuve, mais c'était un lien tangible entre l'ombre et le présent. Les enquêteurs décidèrent d'approfondir. Ils fouillèrent son passé, ses anciens emplois, ses dettes, ses relations. Ils découvrirent qu'à l'époque de la disparition de Julien Morel, Renaud travaillait pour une société de sécurité sous-traitante, souvent accusée de pratiques douteuses. Pression sur les débiteurs, intimidation discrète, parfois même violence physique couverte par des contrats opaques. L'homme avait été licencié pour comportement inadapté, mais aucune poursuite n'avait jamais été engagée. Comme si le système avait choisi de fermer les yeux, préférant l'oubli à l'éclatement d'un scandale. L'hypothèse d'un lien direct entre Renaud et la disparition de Julien prit de l'ampleur. Pourtant, rien ne prouvait qu'il avait agi seul. Derrière lui, il pouvait y avoir un commanditaire, un client influent, prêt à effacer toute trace gênante. Les enquêteurs savaient que l'argent laisse toujours une empreinte, même cachée. Ils se plongèrent alors dans les archives financières de la banque, retraçant chaque transaction de novembre 2010, chaque transfert suspect, chaque dossier clos trop vite. Une ligne attira leur attention, un effacement soudain de dettes considérables liées à une société écran dont les propriétaires restaient introuvables. Ce genre d'opération ne pouvait passer inaperçu qu'avec la complicité de l'intérieur. Julien l'avait-il découverte? Était-ce pour cela qu'il avait écrit dans son carnet qu'il savait? Pendant ce temps, l'équipe technique poursuivait l'analyse des bandes vidéo. En jouant avec les contrastes, ils révélèrent un fragment de son, un claquement métallique, peut-être une arme que l'homme en imperméable tenait dans sa poche. Le silence des images se peuplait peu à peu de murmures, comme si la vérité se frayait un chemin à travers le brouillard technologique.
Un enquêteur murmura. Ce n'est plus une disparition, c'est une exécution camouflée. La famille Morel, informée des avancées, oscillait entre espoir et désespoir. Claire, la veuve, fut convoquée pour identifier certains objets appartenant peut-être à Julien, retrouvés récemment dans une boîte d'archives oubliée. Parmi eux, un trousseau de clés et une photo jaunie de leur fils, pliée comme si Julien l'avait gardée près de son cœur. Ce moment brisa le silence de 10 ans. Elle s'effondra en larmes, répétant « Il n'est jamais parti volontairement, il n'a jamais fui ». Pour les enquêteurs, cette certitude devenait désormais une ligne directrice. La presse, toujours avide de drame, se déchaîna. Les unes titraient « Un garde de sécurité dans l'ombre du banquier disparu ». Des caméras campaient devant l'appartement de Renaud, captant ses sorties furtives, ses gestes agacés. Mais l'homme gardait le silence, enfermé dans son mutisme. C'était comme s'il avait passé 10 ans à s'entraîner à disparaître à son tour, à devenir un fantôme avant même que la justice ne frappe à sa porte. Les enquêteurs savaient qu'une arrestation précipitée pouvait tout gâcher. Ils avaient besoin d'un élément concret, d'une preuve matérielle. Alors, ils fouillèrent le passé de Renaud, ses anciens lieux de travail, ses fréquentations. Un nom finit par réapparaître, relié à lui comme une ombre fidèle. Un certain Alain Gervais, ancien usurier, déjà cité dans plusieurs dossiers de blanchiment, jamais condamné faute de preuves. Gervais, dont les affaires s'étaient effondrées en 2011, était aujourd'hui un homme riche, mystérieusement enrichi par des investissements étrangers. Le lien avec la disparition de Julien devenait une hypothèse lourde. Et si Renaud n'avait été que le bras et Gervais la tête ? Dans ce labyrinthe, chaque porte ouverte en révélait une autre. La justice se heurta à un dilemme. Fallait confronter Renaud immédiatement, au risque de voir la vérité s'évaporer, ou fallait-il attendre, observer, creuser plus loin ? Le choix fut celui de la patience. Mais cette patience pesait comme une condamnation. 10 ans déjà avaient passé. Combien de temps encore la mémoire pouvait-elle supporter l'attente ? Le soir, dans les bureaux éclairés par la lumière blafarde des néons, un enquêteur prit la parole, fatigué mais déterminé. Nous ne cherchons pas seulement un criminel, nous cherchons une vérité que tout le monde a voulu oublier. Dans cette phrase résonnait l'essence même de l'affaire. Plus qu'un meurtre, c'était une dissimulation collective, un complot tissé de silence complice. À mesure que l'enquête avançait, les frontières entre culpabilité et indifférence s'effaçaient. Qui était le plus coupable ? Celui qui avait frappé ou ceux qui, par peur ou par intérêt, avaient choisi de détourner le regard ? Julien Morel devenait alors le symbole de toutes les victimes écrasées par le poids du secret et de l'argent. Et la caméra, ce témoin mécanique, rappelait que la vérité n'a pas besoin de mémoire humaine pour survivre. Elle attend, patiente, froide, jusqu'à ce qu'un hasard, une coupure d'électricité, lui redonne la voix. C'est dans cette atmosphère de tension que les enquêteurs prirent la décision d'interroger Renaud officiellement. Le moment de la confrontation approchait, comme l'orage qui gronde avant de déchirer le ciel. Mais personne ne savait encore si l'homme parlerait, ou s'il plongerait l'affaire dans des abîmes encore plus profonds. Le jour de l'interrogatoire arriva comme une tempête silencieuse. Pascal Renaud fut conduit dans une salle grise, nue, seulement éclairée par une ampoule suspendue qui projetait sur les murs des ombres disproportionnées. Assis face aux enquêteurs, il paraissait plus petit qu'on ne l'imaginait, mais ses yeux brillaient d'une lueur dure, celle d'un homme qui sait plus qu'il ne dit. Ses mains calleuses tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère contenue, d'une rancune ancienne. La première heure se déroula dans le silence. Aux questions simples. « Où étiez-vous le soir ?» du 12 novembre 2010. Il répondait par des phrases sèches. « Chez moi. » Avec qui ? Seul. Les enquêteurs savaient que ce type de silence est une stratégie, un mur de béton dressé contre la vérité. Mais ils avaient une arme que Renaud ne soupçonnait pas. La bande vidéo, l'ombre tremblante de sa silhouette, ce témoin mécanique impossible à contester. Quand l'image fut projetée sur l'écran de la salle, Renaud se raidit. Son regard, jusqu'alors froid et distant, se figea. Un infime mouvement de recul trahit une reconnaissance muette. L'enquêteur principal, d'une voix calme mais tranchante, déclara
C'est vous. Nous n'avons pas besoin que vous le disiez. Votre visage parle pour vous. » Un silence lourd s'abattit, seulement brisé par le bourdonnement de l'appareil de projection. Puis Renaud lâcha un rire bref, sec, comme un éclat de verre brisé. « Vous croyez avoir la vérité, dit-il, mais vous n'avez qu'une ombre. Une ombre n'accuse pas, une ombre ne condamne pas. » Cette phrase résonna comme une provocation. Pourtant, derrière l'arrogance, les enquêteurs sentirent une fissure. L'homme n'était pas aussi sûr qu'il le paraissait. Il cachait quelque chose, peut-être trop grand pour lui seul. Alors, au lieu de le presser, ils changèrent de stratégie. Ils lui parlèrent de Julien, de sa famille, de son fils devenu adolescent sans père. Ils peignirent le portrait d'un homme ordinaire brisé par une machination extraordinaire. À mesure que les mots tombaient, le visage de Renaud se durcissait, puis se fissurait. Ce n'était plus un mur de béton, mais un mur de verre craquelé. Finalement, après des heures, il murmura « Vous ne comprenez pas, je n'étais pas le maître, j'étais l'instrument. » Ces mots, simples mais lourds, ouvrirent une nouvelle dimension à l'affaire. Renaud n'était pas un assassin solitaire, mais un pion sur un échiquier invisible. Les enquêteurs le poussèrent à continuer. Lentement, par fragments, comme arrachés à un coffre fermé depuis 10 ans, les aveux sortirent. Oui, il avait suivi Julien ce soir-là. Oui, il avait reçu l'ordre de l'effrayer, de le faire taire. Mais non, il n'avait pas prévu que la situation dérape. Selon ses dires, Julien avait découvert un réseau de blanchiment d'argent utilisant la banque comme façade. De puissants clients, des entreprises fantômes, des transferts vers l'étranger. Julien, par intégrité ou par naïveté, avait menacé de tout révéler. Alors, on avait fait appel à Renaud pour lui donner une leçon. Mais cette leçon s'était transformée en tragédie. Renaud se souvenait de ce couloir, du regard surpris de Julien, de la lutte brève et confuse. Il affirma que Julien s'était effondré, frappé accidentellement. Pris de panique, il avait livré le corps à ses supérieurs, sans jamais savoir ce qu'ils en avaient fait. Les enquêteurs écoutaient, glacés. Les mots de Renaud ne suffisaient pas à constituer une vérité judiciaire, mais ils ouvraient une brèche vertigineuse. Si ces aveux étaient réels, alors l'affaire Julien Morel dépassait le simple fait divers. C'était une affaire d'État dans l'ombre, un scandale financier étouffé, où un homme honnête avait payé de sa vie le prix de sa conscience. Mais il restait une question brûlante. Qui étaient ses supérieurs ? Renaud se mura dans le silence. Ses yeux fixaient le sol, comme s'il craignait que prononcer un nom puisse signer sa propre condamnation. Les enquêteurs insistèrent, mais il secoua la tête, répétant « Vous ne savez pas ce que vous touchez, eux ne pardonnent pas. » Ces paroles glacèrent la salle. Elles suggéraient une organisation tentaculaire, plus vaste que prévu, une force invisible, capable d'effacer toute trace. La nuit suivante, les enquêteurs ne dormaient pas. Leurs esprits repassaient chaque détail, chaque contradiction. Était-ce la vérité ou une mise en scène ? Renaud cherchait-il à se décharger de sa culpabilité en invoquant des commanditaires fictifs ? Ou bien la France se tenait-elle vraiment au bord d'un gouffre, celui d'un scandale que personne n'avait osé affronter en 2010 ? Dans le bureau, l'image de la caméra restait figée sur l'écran, comme une relique sacrée. Elle rappelait à tous que la vérité, même partielle, peut survivre au temps et au mensonge. Mais elle rappelait aussi la fragilité de la justice. Une ombre suffit-elle à condamner ? Une confession incomplète suffit-elle à rétablir l'équilibre ? Pendant ce temps, Claire Morel apprenait les aveux de Renaud. Elle pleura, mais ce n'étaient plus les larmes du doute, c'étaient celles de la confirmation, douloureuse mais nécessaire. Elle déclara aux journalistes « Ils l'ont tué parce qu'il disait la vérité. Julien n'a jamais fui, il a été assassiné pour avoir refusé de se taire. » Cette phrase fit le tour des médias, transformant l'affaire en symbole. Julien devenait l'incarnation de l'intégrité broyée par les puissants, et Renaud, malgré ses aveux partiels, n'était plus qu'un pion pathétique exposé à la lumière. Pourtant, la véritable énigme demeurait. Où était le corps de Julien ? Cette absence, plus cruelle que tout, empêchait la justice d'achever son travail. Sans corps, pas de certitude, pas de sépulture, pas de fin. C'était comme si Julien errait toujours dans ce couloir, figé à jamais dans l'ombre d'une caméra.
Et cette image obsédante poursuivait les enquêteurs dans leurs rêves. Le dossier rouvert s'élargissait désormais vers les hautes sphères. Des noms commençaient à circuler, chuchotés avec crainte, politiciens, hommes d'affaires, juges peut-être. Tous liés, de près ou de loin, à ces sociétés écrans que Julien avait repérées. La vérité n'était plus seulement une affaire de justice pénale, c'était une bombe à retardement prête à éclater dans le cœur du pouvoir. Dans les rues, certains citoyens brandissaient des pancartes. Justice pour Julien. Ce fait divers devenait une cause nationale, un miroir tendu à une société gangrenée par le silence. Et chaque soir, à la télévision, les images granuleuses de la caméra passaient en boucle, rappelant que parfois, un détail insignifiant, une coupure de courant, peut renverser le cours de l'histoire. À mesure que les aveux de Pascal Renaud circulaient dans les couloirs de la justice, une atmosphère lourde s'abattit sur l'enquête. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un employé de banque disparu, c'était la mise en lumière d'un réseau qui semblait étendre ses tentacules jusque dans les plus hautes strates de la société. Les enquêteurs, conscients de marcher sur un terrain miné, redoublaient de prudence. Chaque pas pouvait déclencher une avalanche, chaque mot prononcé pouvait devenir une arme. Ils reprirent l'examen des sociétés écrans mentionnées dans les archives. Derrière des noms anodins, comme Eurotrans Conseil ou Nova Investissement, se cachaient des flux d'argent vertigineux. Des millions d'euros circulaient, effacés, blanchis, puis réinjectés dans l'économie légale par des circuits si bien ficelés que seule une erreur pouvait les trahir. Julien Morel avait probablement mis le doigt sur cette faille, et c'était cette découverte qui l'avait condamné. Les chiffres, alignés sur des écrans froids, racontaient une histoire plus violente que n'importe quel témoignage. L'argent ne tue pas directement, mais il arme les mains de ceux qui veulent se protéger. Un soir, dans un bureau saturé de fumée de cigarettes, un enquêteur sortit un vieux dossier d'archives. Il contenait un rapport jamais exploité écrit par un collègue de Julien quelques semaines avant sa disparition. Dans ce rapport, un nom apparaissait, griffonné à la hâte dans la marge, Alain Gervais. Cet usurier mystérieux, déjà relié à Renaud, surgissait une nouvelle fois comme une ombre persistante. C'était peut-être lui, le supérieur, dont Renaud refusait de prononcer le nom. Gervais avait disparu de la scène publique après 2011, mais son silence valait plus qu'une absence. Il s'était enrichi de façon spectaculaire, puis s'était réfugié dans un anonymat confortable, loin des regards. Les enquêteurs décidèrent d'exhumer ses traces. Ils suivirent les filières financières, les propriétés immobilières, les sociétés écrans. Tout menait à un schéma de dissimulation savamment orchestré. Mais ce qui glaça le sang de l'équipe fut la découverte que certains transferts d'argent passaient par des institutions publiques, comme si des autorités complices avaient aidé à blanchir. La disparition de Julien n'était donc pas seulement une affaire privée. Elle s'enracinait dans les fondations mêmes du système. Pendant ce temps, Pascal Renaud, enfermé dans sa cellule provisoire, oscillait entre mutisme et éclats de colère. Ses paroles, quand elles s'échappaient, dessinaient un tableau effrayant. Des réunions nocturnes dans des parkings souterrains, des enveloppes remplies d'argent liquide, des menaces voilées lancées à ceux qui posaient trop de questions. Les enquêteurs comprenaient qu'ils touchaient à une vérité si grande que même Renaud, instrument docile, en avait peur. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez », répétait-il, la voix cassée comme une incantation protectrice. Les médias, eux, s'emparaient de chaque détail. Des reportages spéciaux retraçaient la vie de Julien, ses valeurs, son honnêteté, son refus de céder aux pressions. On le comparait à des lanceurs d'alerte célèbres, ces figures tragiques qui, en révélant des vérités interdites, avaient souvent payé de leur vie. Les plateaux télé se remplissaient de débats, certains accusant l'État de complicité par son inaction en 2010, d'autres criant au complot sans fin. La société se divisait, mais au fond, une certitude grandissait. Julien avait été sacrifié sur l'autel de la corruption. Les enquêteurs, pourtant, ne pouvaient se nourrir de symboles. Ils avaient besoin de preuves tangibles. Alors, ils retournèrent dans les sous-sols de la banque, là où la caméra défectueuse avait enregistré son témoignage fantôme. Ils fouillèrent chaque recoin, chaque archive oubliée. C'est là qu'ils découvrirent,
derrière une cloison mal scellée, une petite boîte métallique rouillée. À l'intérieur, des documents déchirés, partiellement brûlés, mais encore lisibles. Parmi eux, une note manuscrite signée G.M., probablement Julien Morel lui-même. Elle disait « Ils veulent que je ferme les yeux, mais je ne peux pas. J'ai les preuves, elles sont ici. » Cette trouvaille fut un séisme. Si Julien n'avait caché ces documents, c'est qu'il avait compris qu'il courait un danger. Mais où étaient passées les preuves dont il parlait ? Le contenu partiellement brûlé ne suffisait pas à faire tomber un réseau entier. Pourtant, cette boîte, sortie des entrailles de la banque, devenait une pièce maîtresse. Elle reliait Julien à la volonté de dénoncer, et donc à son élimination. La pression monta. Des appels anonymes commencèrent à parvenir au bureau des enquêteurs. Des voix rauques murmuraient « Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous risquez ». Certains policiers, inquiets pour leur famille, demandèrent à être relevés. Mais d'autres, galvanisés par la mémoire de Julien, jurèrent de poursuivre coûte que coûte. Dans leurs regards fatigués brillait une conviction nouvelle. Ils ne luttaient plus seulement pour résoudre un crime, ils luttaient pour laver une société entière de son silence. Dans cette atmosphère suffocante, un nom finit par surgir, prononcé à voix basse par un ancien collègue de Renault, le Vieux. Un surnom, une légende. Derrière ce sobriquet se cachait, disait-on, un homme d'influence, jamais identifié, mais dont les décisions guidaient des réseaux entiers de blanchiment et d'intimidation. Julien aurait-il croisé la route de ce spectre ? Si oui, c'était une condamnation à mort. La caméra, toujours, revenait dans les pensées. Son enregistrement devenait plus qu'une preuve, une métaphore obsédante. Le hasard, une simple coupure de courant, avait mis en lumière ce que des armées d'hommes avaient tenté d'enterrer. Comme si le destin lui-même refusait le silence. Dans cette affaire, les machines parlaient quand les hommes se taisaient. Et au milieu de ce tumulte, une question restait pendante, comme une épée au-dessus de toutes les têtes. Où était le corps de Julien ? Tant qu'il ne serait pas retrouvé, tant qu'une sépulture ne lui serait pas donnée, tout demeurerait incomplet, comme une plaie béante refusant de cicatriser. Pour Claire et son fils, cette absence pesait plus que tout. « Je veux savoir où il est, même si la vérité me détruit », déclara-t-elle. Ces mots furent repris partout, gravés comme une prière collective. Alors, les enquêteurs prirent une décision radicale. Rouvrir des zones fouillées 10 ans plus tôt, explorer des terrains vagues, des entrepôts abandonnés, des forêts où des rumeurs évoquaient des enterrements clandestins. C'était une chasse aux fantômes, une descente dans les abysses de la mémoire. Chaque pelle qui frappait la terre résonnait comme une quête désespérée. Retrouver un homme devenu symbole, arracher au sol ce que le temps avait englouti. La recherche du corps de Julien Morel devint une véritable croisade. Les enquêteurs, armés de dossiers jaunis et de nouveaux outils technologiques, sillonnaient des terrains vagues, inspectaient des entrepôts désaffectés, creusaient des coins de forêt où l'on disait que des camions avaient déversé des cargaisons nocturnes. Chaque pelletée de terre soulevée réveillait une odeur de passé. Chaque silence des chiens pisteurs résonnait comme une défaite. Mais personne ne voulait renoncer. Julien n'était plus seulement un disparu, il était devenu une dette collective, un serment à tenir envers la vérité. Un soir d'hiver, alors que le vent sifflait entre les tôles d'un ancien dépôt ferroviaire, l'équipe découvrit un indice. Un morceau de tissu, en partie enseveli, portant encore les traces d'un logo de la banque. L'analyse confirma qu'il appartenait à l'uniforme porté par Julien. Ce lambeau, fragile mais tangible, réanima l'espoir. Si un fragment avait survécu, le reste n'était peut-être pas loin. Les fouilles s'intensifièrent autour du site, et les projecteurs nocturnes transformèrent le terrain en théâtre macabre, où des silhouettes se courbaient dans la boue comme des chercheurs d'or, sauf que l'or recherché était une vérité enfouie. Pendant ce temps, la presse s'enflammait, les gros titres parlaient d'un corps effacé par la finance, d'un employé devenu martyr de la vérité. Des éditoriaux dénonçaient l'impunité des puissants, l'aveuglement volontaire de l'État en 2010. Le nom de Julien franchissait désormais les frontières,
repris dans des journaux étrangers. Il devenait une figure universelle, celle de l'homme ordinaire écrasé par une machine trop grande pour lui. Mais derrière cette ferveur, une peur montait. Et si l'enquête allait trop loin? Et si ceux qu'elle menaçait décidaient de frapper à nouveau? Les enquêteurs commencèrent à sentir cette menace. Des voitures les suivaient la nuit, des dossiers disparaissaient mystérieusement des bureaux, des témoins hésitaient à parler, puis se rétractaient brusquement. Une force obscure, invisible, mais bien réelle, tentait d'étouffer l'affaire une seconde fois. Pourtant, loin de les dissuader, cela renforça leur détermination. « S'ils veulent nous faire taire, c'est que nous approchons du cœur », murmura l'un d'eux. Dans ce contexte, un nom revenait comme une ombre obsédante, Alain Gervais. Tout indiquait qu'il avait joué un rôle clé. Mais retrouver sa trace relevait du cauchemar. Il avait effacé son identité comme on efface une ardoise. Pas de téléphone, pas de compte bancaire à son nom, seulement des sociétés écrans qui masquaient sa fortune. Pourtant, une piste finit par surgir. Un ancien chauffeur, rongé par la maladie, accepta de parler. Sa voix était faible, mais ses mots furent un coup de tonnerre. « J'ai conduit Gervais dans ce dépôt ferroviaire, une nuit de novembre 2010. Ils avaient un sac lourd, très lourd. » Ce témoignage, bien que tardif, corroborait la découverte du tissu. Pour les enquêteurs, cela ne faisait plus de doute. Julien avait été conduit là. Peut-être enterré, peut-être déplacé ensuite, mais ce dépôt était la clé. Des fouilles plus profondes furent ordonnées, avec des moyens considérables, excavatrices, drones thermiques, scanners du sol. La science vint au secours de la mémoire. Et au petit matin, les machines détectèrent une anomalie, une zone de terre compactée différemment, comme si elle avait été remuée, puis refermée. Les policiers creusèrent. Le souffle suspendu. À 1,50 m de profondeur, ils tombèrent sur une boîte métallique, scellée, corrodée par le temps. L'ouvrir fut un moment de tension insoutenable. À l'intérieur, des documents plastifiés, protégés avec soin, miraculeusement intacts. Ce n'était pas un corps, mais c'était peut-être encore plus explosif. Les preuves dont Julien avait parlé dans sa note. Des relevés bancaires, des noms, des chiffres, des signatures. Tout un réseau mis à nu dans ce cercueil de fer. Julien, conscient du danger, avait eu le temps de cacher ses preuves avant d'être pris. Il avait laissé derrière lui un héritage accusateur, une bombe prête à éclater 10 ans plus tard. Ce fut à la fois une victoire et une tragédie. La vérité matérielle émergeait, mais l'homme, lui, restait introuvable. Claire Morel, lorsqu'on lui annonça la découverte, s'effondra de nouveau. Julien est toujours là, dans ses papiers, dans cette vérité. Mais moi, je voulais ses os, je voulais un tombeau. Ces mots résonnèrent dans tout le pays, rappelant que la justice, même quand elle parle, ne comble jamais le vide de l'absence. Les documents trouvés furent transmis à une cellule spéciale. Leur contenu était si compromettant que certains enquêteurs craignaient que l'affaire ne soit enterrée une seconde fois sous le poids des intérêts politiques. Car parmi les noms figuraient des personnalités en activité, des hommes et des femmes qui publiquement prêchaient l'intégrité, mais qui, en secret, avaient trempé dans des circuits opaques. L'affaire Julien Morel devenait un miroir tendu à tout un système. Renaud, informé de la découverte, blêmit. « Vous ne savez pas ce que vous avez libéré, » dit-il, la voix tremblante. « Ces papiers valent plus cher qu'un corps. Ils tueront encore. » Ces paroles, à mi-chemin entre l'aveu et la prophétie, glacèrent l'atmosphère. Car si les preuves sortaient au grand jour, ce n'était pas seulement la vérité qui éclaterait, c'était une guerre souterraine entre clans, entre puissants, prête à tout engloutir. Et toujours, cette question sans réponse. Que restait-il de Julien lui-même? Était-il là, quelque part, dans ces terres, ou bien avait-il été déplacé, dissous dans l'oubli par des mains expertes? L'absence de corps continuait de hanter, comme une condamnation inachevée. Les enquêteurs savaient que la justice pouvait avancer avec les papiers, mais que la mémoire humaine, elle, avait besoin de chair et d'os pour se clore. Dans le brouillard de cette affaire, la caméra qui avait tout déclenché restait l'image la plus obsédante. Un œil de verre qui, par un caprice du destin, avait refusé de mourir. Un témoin muet qui, 10 ans plus tard, avait réveillé le passé.
Et dans ce témoin mécanique se lisait une leçon terrible. Parfois, les hommes mentent, oublient, effacent. Mais les machines, elles, gardent la vérité, attendant qu'un hasard vienne la réveiller. Les documents découverts dans la boîte métallique furent comme une déflagration silencieuse. Dès qu'ils furent placés entre les mains des experts, les noms qu'ils contenaient commencèrent à circuler dans les couloirs du pouvoir, chuchotés avec terreur. Des banquiers influents, des hommes politiques en exercice, des entrepreneurs réputés figuraient sur les listes. Le réseau n'était plus une hypothèse, c'était une architecture précise, dessinée noir sur blanc. Chacun de ces noms devenait une bombe prête à exploser, chaque signature un témoignage irréfutable de la compromission. Les enquêteurs savaient que la divulgation de ces preuves déclencherait une tempête. Déjà, certains supérieurs hiérarchiques tentaient de freiner, de temporiser. On évoquait la sécurité nationale, l'intérêt public, toutes ces formules destinées à recouvrir la vérité d'un voile de respectabilité. Mais dans le regard des policiers qui avaient creusé la terre froide pour exhumer ces papiers, brillait une certitude. Reculer serait trahir Julien une seconde fois. La presse, flairant l'odeur du scandale, s'acharnait à obtenir des fuites. Des rumeurs commençaient à circuler. On parlait de comptes offshore, de valises de billets transitant par l'agence, d'échanges nocturnes entre figures politiques et financiers corrompus. Les journalistes établissaient des parallèles avec des affaires célèbres de corruption internationale. Julien devenait l'équivalent français de ces lanceurs d'alerte assassinés ou disparus, ces martyrs de la vérité que l'histoire finit toujours par ressusciter. Pendant ce temps, Claire Morel, dans la pénombre de son appartement, regardait les journaux télévisés. Elle voyait défiler les visages de ceux que son mari avait affrontés. Chaque image était une gifle, chaque révélation une confirmation douloureuse. Elle murmura « Julien avait raison, et ils l'ont tué pour ça. » Son fils, désormais adolescent, serra sa main. Dans ses yeux brillait une détermination froide. Il ne laisserait pas l'histoire de son père être déformée. Au sein de l'équipe d'enquête, la tension atteignait son paroxysme. Certains craignaient pour leur vie. Un agent trouva sa voiture incendiée. Un autre reçut une lettre anonyme. « Ferme le dossier ou ta famille paiera ». Ces menaces ne faisaient que renforcer le climat d'urgence. Il ne s'agissait plus d'un simple dossier judiciaire, mais d'une bataille contre une hydre invisible, capable de frapper à tout instant. Un soir, dans une réunion confidentielle, les enquêteurs décidèrent de franchir le pas. Transmettre le dossier à un juge indépendant, connu pour son intégrité. C'était un pari dangereux. En agissant ainsi, ils savaient qu'ils déclencheraient une guerre souterraine. Mais l'histoire avait déjà trop attendu. Le juge, un homme marqué par des décennies de combats contre la corruption, accepta. Sa voix tremblante mais ferme résonna. « Nous devons à Julien la lumière. Nous ne pouvons plus reculer. » Les jours suivants furent un séisme. Les premiers noms fuitèrent dans la presse. Un député influent démissionna dans l'heure. Un banquier prestigieux disparut mystérieusement à l'étranger. Un haut fonctionnaire, cité dans les documents, fut retrouvé mort officiellement d'une crise cardiaque. Mais personne ne crut au hasard. Chaque disparition, chaque silence était perçu comme une manœuvre pour éviter d'être entendu. Dans la rue, le peuple grondait. Des manifestations éclatèrent. Les visages de Julien imprimés sur des pancartes envahirent les places publiques. On scandait « Justice pour Morel, justice pour nous tous ». Car à travers ce nom, c'était une indignation collective qui s'exprimait. Julien était devenu le miroir de toutes les trahisons, de tous les mensonges avalés de force par une société fatiguée. Pour les enquêteurs, cette explosion populaire était à double tranchant. Elle donnait une force nouvelle à l'affaire, empêchant qu'elle soit enterrée une seconde fois. Mais elle attirait aussi les regards de ceux qui, tapis dans l'ombre, voulaient étouffer la vérité. Les policiers sentaient le souffle du danger derrière eux à chaque pas. Le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Pascal Renaud, depuis sa cellule, suivait les événements avec un mélange de fascination et de terreur. Il demanda à parler. Quand les enquêteurs se présentèrent, il déclara, le visage blême, « Vous croyez que vous avez gagné, mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Le vieux ne laissera jamais tomber. Il préférera brûler la maison plutôt que d'être démasqué. »
Ces mots résonnèrent comme une menace apocalyptique. Qui était donc ce vieux, une légende, un homme bien réel, tapi au sommet du réseau? La rumeur de son existence circulait déjà dans les milieux criminels. Certains le décrivaient comme un ancien magistrat corrompu, d'autres comme un banquier retraité ayant gardé des connexions inavouables. Personne ne savait son identité réelle, mais tout le monde craignait son pouvoir. Le simple fait que Renaud, homme brisé mais lucide, prononce son nom avec effroi suffisait à donner à cette figure une aura démoniaque. La caméra, encore une fois, revint hanter les esprits. Sans elle, rien de tout cela n'aurait émergé. Cette machine oubliée, ce hasard électrique, avait mis en marche une mécanique incontrôlable. Et plus l'affaire progressait, plus cette image tremblante du couloir devenait une icône. Elle circulait sur les réseaux sociaux, détournée, imprimée, brandie comme un symbole de résistance. Le spectre de Julien n'était plus seulement celui d'un homme, mais celui de la vérité elle-même. Pourtant, la question la plus brûlante restait entière. Où était son corps? Les documents accusaient, les noms condamnaient, mais le vide physique demeurait. Et tant que ce vide persistait, il manquait une pierre essentielle à l'édifice de justice. C'était comme si Julien refusait encore de revenir, comme si son absence continuait d'être une arme brandie par ses bourreaux. Les fouilles se poursuivaient, méthodiques, obstinées. Chaque coup de pelle devenait un acte de rébellion contre le silence. Dans ce climat, la société entière retenait son souffle. On savait que le scandale pouvait faire tomber des institutions, ébranler la confiance publique, provoquer des effondrements. Mais on savait aussi qu'il était trop tard pour reculer. Le boomerang de la vérité avait été lancé. Et il revenait avec une vitesse implacable. Et dans l'ombre, quelque part, le vieux observait peut-être, attendant son heure, prêt à jouer sa dernière carte pour protéger son empire invisible. La tempête atteignit son apogée quand les documents furent enfin rendus publics. Les noms, jusqu'alors chuchotés, éclatèrent au grand jour. Des visages familiers de la scène politique et financière furent jetés sous les projecteurs, leur carrière anéantie en quelques heures. Le pays découvrit l'ampleur du réseau que Julien Morel avait pressenti. Une toile d'araignée où chaque fil conduisait à un autre, où l'argent sale circulait comme du sang noir dans les veines d'un corps malade. Ce qui n'était qu'une disparition devint une affaire d'État, et le nom de Julien résonna dans les rues comme un cri de justice. Pourtant, malgré ce séisme, l'absence de son corps demeurait une plaie ouverte. Les fouilles, intensifiées autour du dépôt ferroviaire, finirent par livrer leurs secrets. Au bout de longues semaines, dans une fosse étroite, les enquêteurs mirent au jour des ossements enveloppés dans un tissu identique à celui retrouvé plus tôt. Les analyses ADN confirmèrent l'inévitable. C'était bien Julien Morel. Son corps, enfin exhumé, portait les stigmates de violence, preuves irréfutables qu'il avait été battu à mort avant d'être enseveli comme un objet encombrant. La vérité sortait de terre avec une brutalité insoutenable. La nouvelle fit l'effet d'un électrochoc. Claire, en apprenant que le corps de son mari avait été retrouvé, s'effondra mais trouva dans ses larmes une étrange forme de soulagement. Elle put enfin prononcer ces mots. « Il est là. On ne pourra plus jamais dire qu'il a fui. Il est là, et il témoigne. » Pour la première fois depuis 10 ans, une certitude remplaçait le doute. Le deuil pouvait commencer, mais ce deuil n'était pas apaisé. Il était incandescent, nourri par la colère et l'exigence de justice. Les funérailles de Julien prirent la dimension d'une cérémonie nationale. Des milliers de personnes se pressèrent autour du cercueil, recouverts de fleurs blanches. Des inconnus, des collègues, des militants, tous venus saluer non seulement un homme, mais un symbole. Dans le silence des cloches, une vérité glaçante se grava dans les consciences. La justice arrive parfois trop tard, mais elle arrive toujours, même portée par les morts. Pour les enquêteurs, cette découverte était à la fois un aboutissement et un vertige. Le corps confirmait le meurtre, mais il ne révélait pas qui avait donné l'ordre final. Renaud, confronté à l'évidence, éclata en sanglots lors d'un nouvel interrogatoire. Il répéta que tout avait dérapé, que Julien n'aurait jamais dû mourir, mais il refusa toujours de nommer le commanditaire. « Vous ne comprenez pas, dit-il, ce nom. S'il sort, ce pays tremblera. » Ces mots pesaient comme une menace apocalyptique.
Les regards se tournaient alors vers la figure fantomatique du vieux. Était-il un homme réel ou une métaphore collective, l'incarnation de tous les pouvoirs corrompus réunis? Personne n'en savait rien, mais chacun sentait son ombre planer. Peut-être se cachait-il derrière l'un de ces noms inscrits sur les documents, peut-être n'était-il qu'une légende inventée pour couvrir une hiérarchie diffuse. Quoi qu'il en soit, son silence devenait assourdissant. La société, elle, vacillait. L'affaire Morel révélait non seulement un meurtre, mais aussi la fragilité des institutions censées protéger les citoyens. Des débats enflammés éclatèrent dans les assemblées, des commissions furent créées, des réformes promises. Mais derrière les discours officiels se cachait une peur viscérale. Combien d'autres Julien avaient disparu dans le silence? Combien de vérités dormaient encore dans des tiroirs verrouillés? L'opinion publique réclamait des comptes, exigeait que cette affaire ne soit pas une exception, mais le début d'un nettoyage profond. Au milieu de ce tumulte, une image persistait, gravée dans les esprits, celle de la caméra qui avait tout déclenché. Sans cette coupure d'électricité, sans ce hasard absurde, la vérité aurait dormi encore des décennies. Ce témoin mécanique, ce regard froid, avait tenu lieu de mémoire quand les hommes avaient choisi l'oubli. Dans une époque saturée d'images, celle-ci devint une icône, circulant sur les réseaux sociaux, accrochée au mur des manifestations, brandie comme un drapeau de résistance. Les philosophes rappelèrent alors que la vérité est une force organique, imprévisible. Elle peut être retardée, ensevelie, falsifiée, mais elle finit toujours par surgir. Parfois par la bouche d'un témoin, parfois par les pages d'un carnet, parfois par une caméra que l'on croyait éteinte.